Eh bien, Affinity est sorti depuis une dizaine de jours dans sa version 2 et aujourd'hui, je vais vous parler et vous faire un retour de Affinity Photo dans sa deuxième version. Je vous présenterai les nouvelles fonctionnalités qui sont les plus marquantes et je vous donnerai en fin de vidéo mon avis. Et est-ce que ça vaut le coup de prendre la nouvelle licence pour la version 2 d'Affinity Photo? Eh bien bonjour, moi c'est Johan de la chaîne Johan Solutions Digitales. Ici je vous parle de solutions, d'outils et de méthodes pour mieux communiquer avec les outils numériques. Et aujourd'hui on va parler de la suite Affinity en V2 et plus particulièrement de Affinity Photo dans sa nouvelle version. Donc on va aller d'abord sur mon écran et en fin de vidéo je vous donnerai mon avis et quelques remarques sur cette nouvelle version. C'est parti. Eh bien nous voici donc devant Affinity Photo V2 et voici un nouvel écran d'accueil. Désormais c'est celui-ci qui nous accompagne. On a d'abord une présentation du compte, donc là je vais masquer, j'ai masqué certains éléments personnels, mais voilà, on va retrouver ici les différents éléments que l'on a pu acheter ou fournir gratuitement par Affinity et les installer comme l'on veut. Alors, petite précision, lorsqu'on a la V1 et qu'on passe à la V2, on peut automatiquement demander à installer les modules dont on disposait auparavant sur la V2. Donc, ce qui est très pratique, c'est ce que j'ai fait et effectivement, j'ai retrouvé tous les modules que j'avais pu télécharger et installer auparavant ou acheter sur la V2. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc, on a ici la possibilité de créer un nouveau document en partant d'un modèle préétabli. Donc ça, on connaissait déjà. On peut bien sûr aller ouvrir donc des nouveaux documents. Et puis, on va retrouver ici les derniers ouverts et édités sur la plateforme. Ensuite, bon, eh bien, on aura une gestion aussi des modèles ici dans cette page. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et puis, on peut retrouver cet écran-là. Vous savez qu'on avait directement à l'accueil quand on arrivait auparavant. Cette fois-ci, c'est dans cet onglet Exemple. Voilà. Et on a la possibilité, bien entendu, de décocher Afficher au démarrage si l'on souhaite voilà, partir directement avec les menus habituels du logiciel. Donc, ça, c'est un premier changement de l'interface. Donc là, je vais tout simplement faire annuler. Et puis donc, nous voici devant la nouvelle interface. Alors, on peut voir que ce sont surtout les icônes qui ont changé. Mais en réalité, comme nous le verrons, nous n'avons pas d'outils complémentaires, hormis quelques masques et quelques filtres. On verra tout à l'heure qu'il y a un petit peu plus de changement dans la gestion des calques, c'est plus clair, c'est plus lisible. Et donc, pour commencer, eh bien, nous allons ouvrir un fichier RAW, par exemple. Eh bien, c'est parti, je vais chercher un fichier RAW, donc tout simplement, je fais ouvrir ici. Voilà, donc là, je vais ouvrir ce fichier RAW. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un petit peu plus lent dans la version 2 que dans la version 1 pour ouvrir un fichier RAW. Donc là, en plus, je l'ouvre à partir de mon réseau local, donc on va accélérer ça, mais effectivement, je note que c'est plus long que la V1. Voilà. Voici Poppy à l'écran. Donc là, c'est donc un fichier. C'est donc un fichier RAW comme on peut le voir ici. Ça nous est rappelé. Et quand même, grosse nouveauté par rapport à la V1, c'est cette possibilité de sortie. Donc quand on développe ce fichier RAW, c'est de choisir désormais 3 solutions différentes. La première, c'est celle que nous connaissions, c'est calque pixelisé. À partir de là, les réglages qu'on aura opérés ici dans les panneaux et à l'aide des outils présents, eh bien, ce sera définitif. On ne pourra pas revenir en arrière. Il faudra sinon rouvrir le fichier RAW et redévelopper. Désormais, il nous est offert 2 nouvelles solutions qui est 1. Le calque RAW intégré, c'est-à-dire que cette fois-ci, tous les réglages que l'on va faire ici dans le Develop Persona pourront être remodifiés ultérieurement et le fichier RAW va être encapsulé dans le fichier Affinity Photo. Alors, la troisième solution est un peu différente dans le sens que là aussi on pourra remodifier les réglages que l'on a fait dans le Develop Persona, mais le fichier RAW ne sera pas encapsulé, c'est-à-dire que notre fichier Affinity Photo sera plus léger. Il faudra penser que si l'on déplace nos RAW, eh bien, il faudra réindiquer au logiciel où il se trouve.
Donc ça, moi, je trouve ça très pratique finalement parce qu'on garde une trace du réglage que l'on a fait. Et franchement, moi, ce qui me manque, c'est que ces réglages que l'on fait ici dans le Develop Persona, qu'on puisse globalement les enregistrer en tant que preset pour développer toute une série de photos qui auraient pu être faites au même moment, au même endroit, par exemple. Ça me manque vraiment. Donc Affinity, s'il vous plaît, faites-nous des presets de développement RAW. Merci. Alors pour le reste, eh bien, les outils que vous connaissiez sont toujours présents. Donc on va voir quand même quelques nouveautés au niveau des masques et au niveau des filtres, nous aurons une nouveauté. Eh bien pour voir ces nouveaux masques, j'ai chargé une autre image et j'en profite pour vous faire voir donc cette fois-ci les nouvelles icônes en pleine lumière. Donc vous pouvez voir que nous retrouvons les mêmes outils qu'auparavant. Et puis ici, il est notable que dans le panneau calque, ici, vous voyez, on est une miniature du calque sélectionné. Et comme vous le verrez dans quelques instants, on aura toujours voilà, un symbole visuel qui nous rappellera de quel calque, quel masque il s'agit. Donc, j'ai choisi cette image pour illustrer plus aisément ces nouveaux masques. Donc, par exemple, pour commencer, je vais ici tout simplement choisir de mettre un réglage. Je vais choisir noir et blanc. Donc voilà, je ne vais pas m'embêter trop avec... voilà, je vais juste faire en sorte, vous voyez, d'accentuer un petit peu... voilà, certains contrastes comme ceci, mais je n'irai pas plus loin ici, le but étant uniquement de travailler avec ces nouveaux masques. Donc, tout simplement, je vais aller à présent ici dans masque, et vous pouvez voir ici que nous avons plusieurs entrées nouvelles, dont le masque composé, mais j'en parlerai dans une future vidéo ou dans un live avec vous, et je compte sur vous pour être présent, mais nous allons voir ces trois nouveaux masques. Donc le premier, c'est le masque de plage de luminosité, donc je clique dessus. Voilà comment il se présente, donc voici comment il est représenté ici dans l'onglet calque, comme vous pouvez le voir, mais actuellement il n'est pas vraiment là où il devrait être, mais on y revient dans quelques instants. Donc là, regardez comment il agit. Vous pouvez voir ici que si je baisse ici dans mes ombres, eh bien on voit que le masque s'appliquera selon des zones plus ou moins éclairées. Et vous pouvez voir ici que je peux aussi jouer avec les hautes lumières. Donc pour voir un petit peu ce qui se passe réellement sur l'image, je vous invite à faire ceci, c'est-à-dire à appliquer ce masque sur notre réglage noir et blanc, tout simplement. Et donc là, on peut voir que effectivement, à présent, l'effet de noir et blanc est plus ou moins activé sur des zones plus ou moins lumineuses. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, là, le masque est appliqué en particulier sur les zones les plus lumineuses, mais ne le sera pas dans les ombres. Voyez la différence? Donc, on a bien sûr la possibilité ici d'avoir une preview, comme vous pouvez le voir. Donc là, il est appliqué partout, hein, l'effet est appliqué partout, et là par contre, voilà, on va surtout l'appliquer sur certaines zones. Voilà. Et puis bien sûr, si on pousse tous nos réglages ici, cela va s'appliquer partout. Alors on a la possibilité, évidemment, dans ce cadre-là, de rajouter des points, comme ça, pour, vous voyez, faire accentuer. Alors donc vous voyez, ça peut être très intéressant, hein, ça, pour travailler par exemple des réglages de saturation, etc. On va pouvoir vraiment sélectionner les endroits où cela va s'appliquer plus ou moins. Et on peut varier les plaisirs. Et puis on peut choisir ici de le mettre en linéaire ou non. Et puis on a aussi une possibilité d'ajouter un flou. Alors là, c'est pas très visible, hein, mais je ne sais pas si ça sera très visible à l'écran. On peut aussi jouer sur l'opacité ici, vous voyez. Donc voilà pour cette première nouveauté de masque. Donc plutôt intéressant et à mon avis très utile dans la retouche photo. Donc là, je vais supprimer ce dernier masque. On va garder la même image, le même réglage noir et blanc ici, sauf qu'on va choisir le masque de plage de teinte. Là encore, pour voir le rendu, il va nous falloir l'appliquer ici sur notre réglage de masque. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci,
le masque finalement limite l'application du noir et blanc à la gamme de couleurs qui va être sélectionnée ici. Et donc, vous voyez, on va pouvoir plus ou moins étendre cet effet. Donc là, on voit très bien hein, à quoi il peut nous servir. Donc évidemment, on évitera de faire des désaturations partielles. Hein. C'est pas très heureux comme effet, mais enfin, vous faites bien ce que vous voulez de toute façon. Mais je trouve que ce masque est assez, peut-être très utile dans certains cas. Vous voyez, là, j'arrive finalement à ne désaturer que les verts en fait. Hein. Vous voyez, j'ai été un peu plus sélectif ici, et puis je suis remonté un peu sur les rouges. Et donc si on l'enlève, voilà, tout est noir et blanc, mais plutôt que faire ça, voilà, je vais juste enlever le passage au noir et blanc, et là on voit bien la différence. Donc comme vous pouvez le voir, on a pu appliquer le réglage noir et blanc à une seule gamme de couleurs dans les verts. Donc très pratique. Alors, voilà pour ce deuxième masque de plage de teint dynamique. Alors, le troisième, c'est le masque passe-bande. Donc, lui, il agit, on va dire, d'une façon un peu particulière qui ne sera pas super visible sur cet exemple, mais ça vous rappellera peut-être un peu la séparation de fréquences, parce qu'effectivement, là, voilà, on va avoir des réglages ici. Alors, déjà, pour y voir un peu plus clair, vous voyez, je peux le positionner ici, ou pas, d'ailleurs. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on voit que ce qui apparaît de notre image, vous voyez, donc voilà, on va pouvoir choisir ici, vous voyez, la quantité de détails sur lequel le filtre choisi va être appliqué. Donc, si je descends à présent ce calque bande passe, eh bien, là, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est pas très visible parce que là, je joue sur la luminosity map, hein, sur la carte de luminosité. Mais voilà, sur certains types d'images, c'est quelque chose qui sera assez utile, en particulier avec des flous plutôt qu'un réglage noir et blanc comme j'ai fait ici. Hein. Mais voilà, je vous invite à essayer ces nouveaux masques qui sont vraiment très pratiques dans le cadre de la retouche. Et à présent, je vais vous présenter cette fois-ci la nouveauté qui arrive parmi les filtres, qui est la grille déformante. Alors, avant de continuer, juste un instant pour vous dire que j'ai besoin de votre aide pour le développement de cette chaîne. En effet, si vous pouvez ci-dessous cliquer sur le pouce vers le haut, ainsi que de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, cela aidera beaucoup au développement de la chaîne et à sa plus large diffusion. Pour tout ça, je vous remercie. Eh bien, nous voici devant une image qui va se prêter à la découverte de cette haute grosse nouveauté de cette version 2 d'Affinity Photo, c'est la grille déformante en tant que filtre dynamique. Donc pour cela, je vais aller chercher une autre image, voilà, qu'on va placer ici. Donc je vais reprendre mon chat, voilà, le temps que ça se charge. Hop, donc on va ramener cette image à une taille nécessaire. Voilà. Je rezoome ici pour mieux voir ce que je vais faire. Voilà, je vais mettre mon image ici à une taille utile. Alors bien sûr, si vous passez par ici, eh bien, votre outil grille déformante sera automatiquement pixelisé. Mais désormais, donc, nous pouvons aller ici sur filtre et choisir ici grille déformante. Et cette fois-ci, vous pouvez voir que l'icône arrive sur le côté de l'objet ici et qu'on va pouvoir directement, donc je vais zoomer un petit peu plus, voilà, aller déformer notre image pour qu'elle convienne à ce mock-up. Voilà. Comme ceci. Donc là, vous voyez que je tire par le milieu, hein, mais si je veux, je peux aussi rajouter des points. Sinon, bien entendu, ici, j'ai aussi des poignées qui me permettent d'ajuster plus finement les arrondis, comme ici. Voilà. Là, je vais faire pareil. J'adoucis un peu la courbure, en fait. Voilà, je fais en sorte que ça soit à peu près parallèle. Bon, je ne vais pas faire un truc nickel. Je vois ici qu'il faut que je ramène aussi ce point un peu vers l'intérieur. Donc là, voilà, il faut que je compense ici, que je compense
Là, vous voyez, on peut faire un travail assez fin, tout à fait fin. Et donc faire des mock-ups nickel. Voilà, on va regarder ce que ça nous donne. Bah, écoutez, on peut certainement faire mieux, mais voici comment la grille déformante agit. Alors, ensuite, bien évidemment, on aurait... alors, bien sûr, on a toujours la possibilité ici de revenir sur ce qu'on en a fait. Vous voyez, je clique ici sur la grille déformante et je peux à nouveau venir repositionner tout ce que j'ai pu faire auparavant très facilement. Donc voilà pour ces principales nouveautés que j'ai pu trouver. Si vous en avez découvert d'autres, bien je suis curieux et n'hésitez pas à venir me les indiquer dans les commentaires ci-dessous. J'aurai le plaisir de regarder ça et d'échanger avec vous parce que cette nouvelle version, bien on en attendait beaucoup, mais justement, je vais vous donner tout de suite mon avis. Bon, et bien voilà, comme vous avez pu le voir, il y a quelques nouveaux outils dans cette V2 d'Affinity Photo. Il y a aussi voilà, un changement d'interface, c'est un peu plus clair, c'est assez pratique. Il y a certaines manipulations qui se font plus aisément, mais tout ça ne fait pas une révolution. Alors, est-ce que ça justifie que l'on passe à la licence suivante? Eh bien, écoutez, dans le cadre d'une licence universelle, je pense que ça vaut le coup parce que pour 120 €, on va avoir la possibilité d'avoir tous les logiciels de la suite Affinity en V2 et de les utiliser, que ce soit sur Mac, PC ou sur iPad. Et tout ça sans frais supplémentaires et avec de façon illimitée si on n'est pas une entreprise. Donc oui, ça vaut le coup de passer à la V2. Les outils évoluent et puis surtout, on va bénéficier des futures améliorations de l'ensemble des logiciels. Donc pour ma part, cela vaut le coup. Moi, je l'ai fait et je pense que j'aurais aimé avoir quelques outils complémentaires, notamment un peu d'intelligence artificielle dans les masques de sélection, vous voyez, pour détourer plus facilement des personnages, etc. On s'en sort très bien, mais on va dire que là, rien n'a changé. Ensuite, concernant le développement RAW, eh bien là, je regrette qu'il n'y ait pas des pré-réglages enregistrables lorsqu'on veut développer des RAW en masse. Par exemple, on a pris toute une série de photos au même endroit, lors d'une même occasion, d'un même événement, on peut avoir besoin de faire un réglage et ensuite de développer l'ensemble en RAW. Et bien là, ça ne sera pas possible directement. On va être obligé de travailler en dehors du développe persona. Affinity Photo reste un super outil et s'améliore encore. Et je continue de faire confiance à Affinity et Serif pour évoluer à nouveau dans le bon sens. Voilà. Donc sur ce, bien, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut ci-dessous, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties, puisqu'il y en aura, et notamment sur la suite Affinity. On parlera prochainement d'Affinity Designer. Et puis, je vous dis, gardez-vous bien. À bientôt. Au revoir.